Allez, on poursuit notre partie sport avec un nouvel invité, Marc Fontan. Alors Marc Fontan, si vous ne connaissez pas, c'est champion du monde d'endurance moto avec une autre marque, pas l'œil bleu. Voilà. Officiel Yamaha Sonoto en Grand Prix 500 notamment. Ouais. Et puis, créateur de l'équipe de France de vitesse, ou en tout cas en association avec la Fédération française de moto. Ouais. Et puis, le Dark Dog Moto Tour que tu as effectué, Fred. Ouais. La Dark Dog Academy, là aussi on va y revenir. Ouais. Et puis aujourd'hui, une autre structure de détection de nouveaux talents, on peut dire ça comme ça, Marc? Oui, tout à fait. On essaie d'accompagner des jeunes qui sont talentueux pour un petit peu les former et puis espérer que rapidement on puisse avoir des Français qui partent sur des championnats internationaux importants. Oui. Alors je disais, Fred, la relation avec Marc, ça date du Moto Tour, c'est Ouais, ça? vrai, Et puis c'est ensuite ça, de la Dark Dog Academy ça surtout. fait, ouais, une quinzaine d'années maintenant, parce que j'ai participé moi au premier Moto Tour en 2003, après en 2006 en T-Mac d'ailleurs. Et puis en parallèle avec ça, j'étais partenaire de la Dark Dog Academy, puisque je fournissais toutes les motos de la Dark Dog Academy, avec donc Marc, Sam Thomas et Martial Garcia à la technique. Où j'ai suivi, là où on a sorti quand même des gars pas trop mal. On a eu des Lucas Mayas, Mathieu Ginès, entre autres. Donc, Louis Bull est là, qui a eu un accident. Donc, mais voilà, un team. Sylvain Barrier, c'était la première fois qu'on l'a fait rouler en France. Donc un team bien sympa et puis efficace, malgré tout. Donc ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on se connaît. Quoi. Ouais. Toi, Marc, donc tu disais aujourd'hui des nouveaux talents. Comment tu les accompagnes? On les accompagne un peu comme on avait toujours essayé, comme on disait avec l'équipe de France, c'était formateur. On l'accompagne, avec Sam Thomas, qui est mon pote d'enfance, on a dit on va refaire ça. L'académie, on restait qu'en France, on était un peu bloqué et c'était des pilotes déjà plus talentueux, plus âgés, puis c'était des 600. Et on a dit on va aller trouver les pépinières, on va les sélectionner. Voir s'ils sont aptes à progresser, parce qu'il s'agit pas, c'est pas un team qui fait payer un pilote et qui le prend et qui le fait rouler. Le team FT Racing Academy en paye une partie et le pilote paye l'autre partie. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils aient un certain talent. On les sélectionne puis on leur fait comprendre ce que c'est que la course moderne. Aujourd'hui, la course moderne, c'est savoir choisir ses pneus, l'acquisition de données. Il y a beaucoup d'informatique. On aime pas, mais on n'a pas le choix. Il faut le faire. Aujourd'hui, c'est incontournable. Incontournable. Donc l'ingénieur est là avec nous. Donc on travaille avec Techmas, mais l'ingénieur est là. Les mécaniciens pour bien qu'ils se sentent à l'aise dans cette nouvelle compétition. Voilà. Et puis après, on les fait rouler. Beaucoup d'essais. Alors là, on est un peu embêté avec le Covid parce que le but, c'est de les faire rouler l'intersaison, parce que les jeter un petit peu comme ça, juste dans une saison, alors ils n'ont pas roulé alors qu'ils doivent être formés, un petit peu comme Andy Verdoya, que j'ai suivi. Le but, c'est de le faire rouler, mais rouler intelligemment. Pas rouler autour d'un circuit pour dire tu roules, tu fais des tours. Non, c'est rouler avec un plan de travail. Autrement, on apprend des mauvaises habitudes. Donc on les accompagne, donc avec Sam, et puis on fait le championnat de France. Et normalement, à l'issue de ce championnat de France, s'il y en a un ou deux qui sont vraiment doués, on prend une wildcard. Cette année, on ne l'a pas pris parce qu'avec tout ce qui s'est passé, c'était compliqué. Bien sûr. Voilà. Et voilà. Donc, et puis ensuite, après, Yamaha, puisqu'on travaille beaucoup avec Yamaha France, prendra ce pilote-là pour l'emmener dans cette nouvelle coupe européenne qu'ils font à l'ouverture dans le championnat du monde 300 Super Sport. Donc pour lui, c'est intéressant. Il passe dans une catégorie, je dirais, internationale de suite. Voilà. Fred, tu suis toujours ça? Oui, tout à fait. Donc, je suis partenaire aussi de la FT Racing, Tout à bien fait, sûr, la FT Academy Racing. On a d'ailleurs espoir, avec Marc et Sam, de relancer une coupe Yamaha. Oui. On est en négociation avec Vincent Pomeray, donc directeur de Yamaha France, et Eric De Seine aussi. Donc la volonté, il est de recréer une pépinière de pilotes, puisque quand on voit ce qui se passe chez les copains, on a un peu du mal, nous, à mettre des pilotes français maintenant dans le top 10 des différents championnats internationaux. Donc on en rêve, j'espère qu'on va y arriver. Alors, on va profiter de votre présence à tous les deux parce qu'on va rester un petit peu dans l'univers, même un peu beaucoup, de la compétition, puisqu'on va vous proposer notre séquence top flop, mais un top flop bien particulier, c'est sur la saison de MotoGP qui s'est achevée il y a quelques jours. Alors, Fred et Marc, je vais vous mettre un petit peu à contribution pour justement notre rubrique top flop. La saison de MotoGP s'est terminée il y a quelques jours au Portugal. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je vous disais au niveau des tops, Suzuki, Joan Mir, champion du monde, champion des constructeurs. Fabio Quartararo, 3 grands prix dans la même saison, ça s'était jamais vu. Marc, tu sais ce que ça représente en catégorie Rennes. Johan Zarco qui a, on va dire, réémergé, on va dire comme ça. Et puis KTM aussi, qu'on n'attendait pas à pareille fête. Est-ce que sur ces points-là, vous êtes d'accord avec moi? Pour les tops, oui, pas de problème.
Alors moi, je vais être un petit peu dur, je mettrai un petit bémol chez Yamaha quand même. Ah bah ça viendra dans les flops aussi, parce que Yamaha... ça fait partie des voilà, deux en fait. Voilà. Hein, on a le top avec Fabio qui enchaîne 3 Grands Prix et puis après... Puis même Morbidelli, hein, Oui, j'ai Morbidelli, dit, voilà, on ouais. se focalise sur Mais après, Fabio voilà, parce donc qu'il là, est français. on pourrait les mettre dans les deux en fait. Ouais. Et après, bon, Suzuki, naturellement, on les Suzuki, attendait pas. Hein. Moi, j'aurais pas mis une pièce sur eux en début de saison quand même. Ni sur les pilotes, Voilà. mais bon, Ça t'a surpris, toi, franchement, Marc, quel regard évidemment plus Oui, aiguisé avec bon, avec ton Mir, passé. c'est un jeune pilote. Hein, c'est un jeune pilote. Et ce qui me surprend, c'est que, bon, à part le dernier Grand Prix où c'était pas très beau parce qu'ils ont eu des problèmes et peu importe, puis peut-être plus la motivation. Ouais, je pense aussi, voilà. Mais je pense qu'ils travaillent différemment des autres. Ils préparent la moto et le pilote prépare sa moto pour les courses. Il ne prépare pas pour les essais chrono, pour être le plus rapide, le meilleur. Par contre, la moto, elle est constante, elle va bien pendant les 25, 30, 35 tours. Et donc ça, c'est pas inintéressant. Et peut-être que certains teams devront essayer de travailler cela aussi, parce qu'on sait bien, les essais chrono, les réglages de fourche, de suspension, le pneu, c'est différent. Et après, c'est pas forcément évident, quand on remet ces réglages avec ces pneus un peu plus durs, d'arriver à être devant. Et de garder puis, une constance voilà, dans la parce que performance, ouais. dans un essai chrono, on utilise la piste pleinement. Fabien Quartararo est le roi pour ça, c'est lui qui a les plus belles trajectoires, c'est lui qui utilise peut-être le plus la piste à bon escient. Par contre, en course, c'est pas du tout pareil. En course, on peut pas utiliser la piste, parce que si on l'utilise, pof, il y en a un qui pointe à l'intérieur, On il y en a l'a un qui vu pointe sur le Grand Prix du Portugal, hein, Mais- il allait bien chercher mais l'extérieur, voilà, à chaque fois il se faisait sans prendre à arrêt, c'est l'intérieur. ça. Ou alors on fait des fautes, on lèche un peu trop l'avant et hop, on part là. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Donc je veux dire, oui, Suzuki m'a surpris, mais je crois que c'est aujourd'hui, enfin cette saison, c'était la moto peut-être la plus homogène. Voilà. Alors, on parlait de Yamaha, donc malheureusement, on va en parler aussi dans les flops par rapport à cette saison qui est quand même assez surréaliste. Une victoire pour le pilote officiel, c'est Maverick Viñales. Ouais. 6 victoires pour le team satellite, Fabio et Morbidelli. Et puis, des problèmes récurrents de moteur, etc. Comment vous l'analysez? Enfin, si on peut l'analyser, comment vous le voyez ça? Alors bon, nous, on voit ça de l'extérieur. Hein. Ouais. Moi, je regarde ça en tant que téléspectateur, comme tout le monde. Alors, j'ai ma petite idée autre. Je pense que là, effectivement, il y a un vrai problème chez Yamaha. Alors, est-ce que c'est la moto 2019, 2020 Est-ce que c'est les pilotes? C'est aussi important parce que est-ce qu'ils ont maintenant le niveau? Parce que la nouvelle génération qui arrive, tous les jeunes qui arrivent de la moto 2. Là, tu parles pour Viñales et Rossi, c'est ça? Entre autres. Ouais. Entre autres. On voit que ça a passé un step quand même. Donc, je pense quand même qu'au niveau de la direction de chez Yamaha, il faut se poser des questions quand même. Alors moi, je vois ça de l'extérieur, hein, je ne suis pas dedans, je n'ai pas les tenants et les Ouais, mais aboutissants. enfin, tu représentes la marque et Quand ça même. génère quand même Alors, du business. J'ai quand même ma petite idée. Hein, maintenant, ça engage que moi, mais je pense qu'il y a un vrai problème de structure au niveau des directions techniques et humaines. Moi, aujourd'hui... Tu couperais des têtes, toi. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Ouais. Ça, c'est mon avis perso. Maintenant, de toute façon, comme on dit toujours, et j'en ai discuté plusieurs fois avec Eric de Seine. Oui, pas moi, hein, je vous rassure. Oui, en disant, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le résultat. Oui. Hein, parce que nous, marchands de moto, moi, si je ne vends pas de moto, là, en fin d'année, ils me disent, bon, toi, t'es pas bon, t'es nul. Après, j'ai beau leur expliquer que j'avais pas de sous, j'avais pas le temps, il y a eu le Covid, il y a eu tout. On saura me dire quand même, toi, t'étais pas bon. Bon, ça va, pour l'instant, je suis pas dans les flops. Mais ça, on peut le transposer Mais, effectivement à alors, de l'équipe. toute façon, c'est pareil, hein, Jean-Claude Olivier savait le dire, hein, la compétition et le business, c'est deux choses qui se... Voilà, donc aujourd'hui, moi en tant que téléspectateur, il y a un gros problème, je pense, au niveau du team Yamaha. Ouais. Marc, tu partages un peu le Oui. sentiment de... Oui, alors moi, je ne suis pas non plus dans le team Yamaha, ni officiel, je ne suis pas les Grands Prix, mais ça me rappelle, j'ai des souvenirs quand même, je ne sais plus si c'est tout à fait pareil, mais à l'époque, moi quand j'ai roulé donc, avec les 500 Grands Prix pendant 3 saisons avec les Yamaha, il y avait des équipes complètes qui formaient une moto pour la saison. On disait en 2020, c'est une équipe qui travaille sur ce moteur-là, sur cette évolution de moto. Et ça m'est arrivé, alors c'est vieux, hein, mais ça m'est arrivé en 82 d'avoir une Yamaha qui était pas du tout bonne du tout, partie cycle, moteur et tout. Barry Sheene avait la même. Il y en a qu'un qui arrive à tirer un peu sur l'épingle du jeu, c'était Kenny Roberts, parce qu'il avait déjà fait beaucoup de modifs, parce qu'on lui autorisait beaucoup à lui et pas trop à nous. Et cette moto-là, c'était une galère toute l'année. Parce que c'était la moto qui était prévue pour 82, l'équipe technique était là et on ne revenait pas en arrière. Il y avait déjà un modèle pour l'année d'après. Dans les flops aussi, juste un petit mot sur la fin de saison de Fabio. C'est vrai que ça a été très surprenant aussi son comportement. Enfin, ses performances, on va dire, pas son comportement.
Oui, je pense que c'est l'amalgame de ce qui s'est passé en cours de saison. Après, comme les pilotes, bon, on commence un peu à les maîtriser. Si tout n'est pas réuni au bon moment et à la même heure, que ça soit mentalement et autres, parce qu'intrinsèquement, bon, ils sont 19 dans la même seconde. Oui. Donc ils sont tous très vite. Mais pour aller chercher les 2, 3, 4, 5 dixièmes qui manquent, s'il n'y a pas tout réuni, ça ne peut jamais marcher. Et je pense que Fabio, il a rencontré ce problème, que ça soit technique ou humain, je ne sais pas, ou physique. Après, il a été très franc aussi. Hein. Il a accordé une interview à nos confrères de Canal+ pendant le Grand Prix du Portugal, où il disait qu'il devait maintenant faire un travail sur lui pour gérer ses émotions. Voilà. Et ça rejoint un peu ce que disait Marc quand tu disais accompagner les jeunes pilotes. Ça aussi, le côté mental, ça fait partie du jeu maintenant. C'est énorme. Et oui, après, moi, je ne connais pas personnellement. Je fais qu'analyser un petit peu de loin, mais c'est vrai que c'est le plus vite sur la piste aujourd'hui, mais sur une piste seule. Et il a des problèmes après en course parce que ce qu'on ne peut pas adapter, c'est ces chronos d'une piste où on est seul. Ça, je le disais, j'en suis certain. Donc, il faudra qu'il travaille sur son comportement avec les autres en bagarre et être peut-être moins propre, mais plus performant. Oui. En plus, la moto, ça joue, ça n'a pas été top. Autre flop, et là malheureusement on ne peut pas passer à côté, c'est la non-performance de Honda. Alors ok, on va pas revenir sur le problème Marquez, mais c'est la première fois depuis je ne sais plus combien de temps, au moins 30 ans, que Honda n'a pas gagné une course en Grand Prix cette année. Alors je parle en catégorie Rennes. Hein. Oui, bah, de toute façon on revient quand même au problème Marquez. C'est-à-dire que la Honda a été construite autour de Marquez, et aujourd'hui on s'aperçoit que n'importe qui monte sur la moto, c'est compliqué quoi. Alors, c'est sûrement aussi une bonne moto, comme toutes les motos GP, mais on s'aperçoit que quand on fabrique une moto pour un pilote, ça ne peut pas s'adapter à d'autres pilotes, notamment ces pilotes qui viennent du Moto 2. On s'aperçoit que tous ces jeunes, ils ont un souci avec ces motos GP. Voilà, alors on revient à la Suzuki qui, à mon avis, est peut-être une moto qui se rapproche un peu plus. Je ne sais pas, c'est mon avis perso, avec ses pilotes. Mais là, chez Honda, s'il n'y a plus Marquez, voilà. Elle est conçue pour lui, la moto. Il l'a conçue pour lui, il l'a conçue comme ça, dans son style de pilotage. C'est un attaquant extrême. Je dis, on comparerait, sans vouloir comparer toujours, mais à des Kenny Robert, des gens comme ça, c'est tout à fait ça, le brut de fonderie. Il a sa moto qui va bien pour lui, mais elle va absolument pas pour personne, parce que c'est comme ça, dans son choix de pneus, dans sa moto. Et là, ça a été la preuve. Alors après, on verra quand il va revenir si physiquement il est bien, parce qu'on a toujours ce... il y a d'ailleurs une polémique qui est en train de naître maintenant sur l'opération. Alors bon, on ne va pas prendre parti, mais entre les partisans du Dr Mir, les anciens partisans du Dr Costal, il n'aurait pas fait comme ci, il aurait fait comme ça. Enfin bon, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse incertitude sur ses capacités physiques pour la saison prochaine. Et puis le dernier point, sur les deux derniers points, c'est Ducati aussi, qui a quand même été un petit peu dans le même cas qu'Yamaha. Pas de performance des pilotes officiels, des pilotes satellites plutôt performants, à l'image de Johan Zarco, on l'a dit, mais donc et puis on a découvert aussi une nouvelle facette du MotoGP cette année avec les réseaux sociaux. Et je dirais, dans les flops, le comportement un peu de la famille Espargaro, j'allais dire, qui a été vraiment très, très, très sévère. Et même après Valentino Rossi aussi, sur l'accrochage entre Morbidelli et Johan Zarco. Ça prend, j'allais dire, mauvaise tournure, cette histoire de présence des réseaux sociaux dans le sport comme ça et dans le MotoGP. Vous l'avez vécu un peu pareil ? Oui, forcément, parce qu'il y a Stoner qui disait il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui les pilotes ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux que sur leur moto, quoi. Donc il arrive un moment, c'est pareil, tout ce qui se dit là-dessus, bon, c'est souvent des réactions à chaud, comme a pu faire Espargaro, comme a pu faire Rossi et autres, mais je pense qu'il arrive un moment, il faut leur interdire le téléphone, quoi. Donc je pense que on parle de FT Racing, s'il y a une chose qui est interdite quand ils rentrent dans la tente, c'est interdiction de téléphone. Ça c'est sûr, c'est sûr. Donc, mais c'est n'importe quoi. Enfin, nous on n'est pas de cette génération, donc ça nous paraît absurde et c'est bizarre. Bon, maintenant, c'est entré dans les mœurs, c'est entré dans les mœurs. Ça, ils vont naître avec une puce bientôt. Le problème, il est là, c'est qu'en plus, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça va être dur quand tu vois même le président de la République qui fait des annonces sur les réseaux sociaux, même avant de faire ses discours, ça devient compliqué de faire. Pas de notre ami Trump, mais non, mais voilà, ça va être dur de dire. Donc on est dans ce plein, et c'est vrai que ça pourrit tout, Bon, merci Marc d'être passé sur le plateau de Sans Concession. Alors on parlait de